Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Une situation inattendue secoue les frontières ivoiriennes. Un flux inhabituel de réfugiés maliens arrive depuis plusieurs jours, attirant l'attention des autorités et suscitant de nombreuses questions parmi la population. Face à cette montée soudaine du nombre de demandeurs d'asile, le gouvernement ivoirien multiplie les messages et appelle au calme, tout en renforçant son dispositif de suivi. Que se passe-t-il réellement au Mali pour provoquer un tel mouvement? Quelles mesures la Côte d'Ivoire met-elle en place pour gérer cette arrivée massive? Dans cette vidéo, nous décortiquons cette situation qui évolue de jour en jour. Bien sûr, Marius Komoé. En attendant, c'est la frontière ivoirienne, la Côte d'Ivoire, donc, qui reçoit le flux inhabituel de réfugiés maliens. Notre pays a cette tradition d'hospitalité. Alors, votre avis, justement, est comment résorber la situation? Constat déjà sur le point de situation. Le point de situation, Barry l'a déjà fait et la Côte d'Ivoire a pris le taureau par les cornes. Comme nous l'avons fait face donc à ce flux donc, de migrants burkinabés en son temps, il a dit le chiffre 90 000 migrants burkinabés qui fuyaient également en son temps des violences similaires dans leurs États se sont retrouvés à nos frontières et nous leur avons ouvert les portes de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et les pays frères que sont le Burkina et le Mali ne pouvaient être avec leurs ressortissants qui veulent rejoindre notre pays, eu égard à l'action des djihadistes dans certains villages frontaliers à la Côte d'Ivoire. Il a cité le village de Loulouni. Vous avez également le village de Kembirina, qui sont des villages à environ 50 à 100 kilomètres de la frontière avec le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc, c'est par ces zones-là qui sont des zones beaucoup plus... qui se prêtent à ces flux donc, migratoires. Et je peux vous assurer qu'à l'état actuel des choses, la situation est totalement sous contrôle par les autorités ivoiriennes. Il n'y a pas encore péril à la demeure, mais n'empêche que là où l'État de Côte d'Ivoire met les bouchées doubles, c'est de s'assurer que les familles qui viennent en Côte d'Ivoire, qui rentrent sur le territoire ivoirien, sont véritablement en quête de protection. Mais en même temps, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national de sécurité, a instruit nos forces de l'ordre de prévenir toute infiltration d'éléments armés qui pourraient être des éléments des djihadistes, qui sont du reste très proches de Al-Qaïda, de ne pas pouvoir intégrer le territoire ivoirien pour continuer la sale besogne. Et donc, sur cette base-là, nous avons fait des renforts, nous avons multiplié les renforts, nous avons renforcé le dispositif sécuritaire à la frontière ivoirienne avec le Mali. Et je peux vous assurer que pour l'heure, la situation est sous contrôle. Mais n'empêche que nous devrons avoir les yeux ouverts. Dauda? Moi, j'avoue que j'ai quand même quelques inquiétudes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a déjà soutenu le Burkina. Continue de le faire. On ne peut pas dire qu'il continue même toujours de le faire. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation où il y a d'autres flux de migrants qui arrivent du Mali. Est-ce que ce n'est pas le lieu alors ici là de se poser la question? Parce que malgré les plus de 90 000 réfugiés que nous recevons jusqu'à aujourd'hui, le Burkina ne s'empêche jamais de dire qu'on veut les attaquer. Nous sommes la base arrière qu'on appelle ça, pour déstabiliser le Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le flux de migrants maliens qui est en train de venir, est-ce qu'on ne va pas assister à la même situation? Je me pose des questions. Et donc, sur ce fait-là, je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir vraiment redoubler d'efforts. De sorte à ce que, il faut que le Mali aujourd'hui, le Mali et le Burkina acceptent aujourd'hui de se faire aider. Parce que tout porte à croire qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ibrahim Traoré est venu, nous a dit qu'il a 6 mois pour gérer le problème. On est à combien d'années maintenant? 3 ans bien. On est à 3 ans. Les populations fuient de partout. Assimi Goïta, c'est pratiquement la même chose. Lui, je pense qu'il est en train de partir vers 5 ans maintenant. Pratiquement un mandat. Il a déjà fait ça. Voilà. Donc du coup, si on a échoué à répondre aux besoins les plus primaires de nos populations, il faut accepter de se faire aider. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut au Mali et au Burkina, mais ça va déstructurer toute la sous-région ouest africaine et c'est fait pour arranger personne. Mais malheureusement,
quand on va à la tribune de l'ONU et qu'on tient des discours grandiloquents où on insulte tout le monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la France, que ce soit l'Algérie, que ce soit tous les pays limitrophes avec qui vous partagez la frontière, vous insultez tout le monde, finalement on se demande sur quoi vous comptez. Et je pense en toute humilité que le Mali et le Burkina, pour parler des dirigeants eux-mêmes, ils ont poussé le bouchon tellement loin qu'il serait difficile pour eux de revenir en arrière. Moi je pense qu'il faut sauver les soldats IB et Assimi Goïta, malgré eux, parce que finalement, ce sont les populations maliennes qui sont les plus, qui souffrent le plus, c'est les populations burkinabées qui souffrent le plus. Quand on en parle, ils estiment qu'on leur en veut, mais non, parce que le constat est là. Plus de 90 000 réfugiés, il y a des Maliens qui arrivent. Le Ghana a déjà fermé sa frontière aux réfugiés. On en avait reçu d'ailleurs. Voilà. C'est difficile, c'est difficile. Il faut qu'ils acceptent de se faire aider. Arnaud Goyi, là, Daouda a fait un tableau, un point de situation parlant des conséquences, mais en même temps, la Côte d'Ivoire est également en train de subir des pressions au niveau de ses frontières. Et si le gouvernement donc redouble d'efforts, à un moment donné, j'espère qu'on va passer parce que nous avons une tradition d'hospitalité, mais en même temps, comment prendre des mesures pour éviter de laisser passer justement dans le flux des djihadistes, on ne sait jamais. Oui, c'est un challenge pour la Côte d'Ivoire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble de la sous-région. Un challenge déjà humanitaire, parce que le flux de personnes qui viennent, ce sont des dépenses. Il faut pouvoir les loger, contribuer à les soigner avec justement les équipes du CICR si elles se mettent en place. Et puis, le volet sécuritaire, parce que malheureusement, c'est une guerre asymétrique, la guerre contre le terrorisme. C'est pas des armées que l'on voit avec des uniformes qui viennent, qui tirent, on se place, etc. Malheureusement, c'est conventionnel. On a des infiltrations, on a des drones maintenant avec les moyens qui ont été redoublés, les djihadistes ont été redoublés, etc. Donc, c'est un challenge à la fois sécuritaire, mais également humanitaire pour la Côte d'Ivoire. Mais plus globalement, c'est un challenge pour la sous-région, parce que ce qui se passe au Mali, nonobstant les tensions malheureusement que l'on a entre les différents pays, montrent à quel point nos pays qui ne sont pas encore touchés au même niveau que les pays de l'AES sont des remparts. Si ça se passe mal au Mali, les gens descendront vers la Côte d'Ivoire. Si ça se passe mal au Mali, la sécurité de la Côte d'Ivoire est entamée parce qu'on parle des frontières déjà de la Côte d'Ivoire et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous dit que parmi ces réfugiés, on n'a pas même des infiltrations? Donc justement, on ne souhaite pas. La Côte d'Ivoire vraiment met tout en œuvre pour limiter ça, mais c'est un gros challenge humanitaire et sécuritaire. Je pense que ce qu'il nous faut dans notre sous-région, c'est absolument reconnaître que nos différentes armées ne peuvent pas à elles seules lutter contre le terrorisme. Le Mali est trop grand pour l'armée malienne, même pour l'armée même de l'AES, s'ils sont ensemble. Le Niger a des challenges, le Burkina a des challenges, le Mali lui-même a des challenges, et ce sont des territoires qui sont vastes et pour certains avec du désert. Donc, il est extrêmement difficile à contrôler. Les nombres de des forces de défense sont insuffisantes, les moyens sont limités. On est dans une situation économique particulière. Donc, il faut nécessairement une mutualisation au niveau, que l'on soit dans l'AES, que l'on soit dans la CEDEAO. On peut garder très bien les autonomies des différentes organisations, mais cela ne devrait pas exclure toute forme de coopération, déjà au niveau, en termes de renseignement, et puis bien sûr en termes de logistique également. Mais pour cela, il faut que les différents États s'y mettent. Il faut justement que le discours soit beaucoup plus adouci, non seulement au niveau de la CEDEAO, mais également au niveau de l'AES, où on a, c'est vrai, beaucoup de discours pour galvaniser, et on comprend que dans cette situation particulière, il faut haranguer les populations, parce que si les populations désespèrent, le pays s'effondre. Mais nonobstant cela, il faut que les États puissent se parler. Docteur Barry, nous sommes véritablement dans la real politique. Les États font face à la réalité du terrain. Essayons de regarder les pistes de solutions. Parce que si, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme ça se fait dans certains pays, on ferme, on dit on bloque, on dit écoutez, nous on essaie de voir déjà dans le flux de ceux qui sont arrivés, mais si on continue de pousser, on risque aussi de faire un déséquilibre au niveau de notre socle établi. Comment arriver à résorber finalement cette question? Est-ce qu'il y a un dispositif ou un organisme qui pourrait peut-être faire pression à l'effet que les États de cette sous-région puissent se parler
honnêtement pour aider les populations in fine, Dr Barry? Écoutez, c'est obligatoire, ils doivent se parler. Maintenant, je pense qu'au niveau du djihadisme dans le Sahel, les solutions sont d'abord endogènes pour moi. Et je vais vous dire une chose, Christelle. Tous les leaders du JNIM sont maliens. Ceux qui sont au Mali sont maliens. Ceux qui sont au Burkina Faso sont burkinabés, sont connus de tous. Le seul exemple que je vais vous donner, c'est Iyad Agrali, chef de Al-Qaïda au Maghreb, au Sahel, pardon. Mais son propre cousin est général dans l'armée malienne. C'est l'actuel gouverneur de Kidal, le général Gamou. Il est connu, c'est un leader touareg. Tout le monde connaît sa communauté au Mali. Et Amadou Koufa, il est connu à Mopti. Donc la solution, je pense que Maître Muntagatal, qui est un ancien ministre malien, a appelé les Maliens au sursaut national. Il a insisté pour demander aux autorités militaires d'ouvrir des cadres de discussion avec ces fils du Mali qui se sont égarés à un moment donné. Parce que le volet militaire, là, nous n'avons pas, même la CEDEAO associée au pays de l'AES, on n'a pas les moyens militaires de tenir la superficie. Pour tenir cette superficie-là. C'est des pays comme le Mali fait 1 240 000 km². Le Niger fait 1 260 000. À eux deux, ça fait 2 500 000 km². On n'a pas les moyens en termes d'aviation pour couvrir tout cet espace. Donc la solution, c'est le dialogue. La solution, c'est le volet économique. Il faut investir dans ces zones où vous avez des populations qui sont en état d'oisiveté, que les djihadistes recrutent à longueur de journée. Docteur Barry, avec le tableau que vous avez peint, pour vous, la solution, c'est d'abord une discussion en interne. Tout à fait. Parce que vous allez envoyer. Est-ce que vous la sentez venir, justement? Non, je veux dire, vous prenez des militaires ivoiriens, par exemple, qui sont originaires du sud de la Côte d'Ivoire, qui ne comprennent même pas les dialectes au niveau local. Vous les envoyez là-bas à déployer. Comment ils vont communiquer avec les populations civiles? Donc la réalité, c'est qu'eux, au niveau des États là-bas, il faut qu'ils se parlent avec les chefs djihadistes. C'est vrai, ils ont commis des crimes, mais le parti national sud-africain, le parti qui a promu l'apartheid, à un moment donné, Mandela a discuté avec lui. Donc c'est le dialogue qui peut sauver la situation pour moi. Est-ce que vous le sentez venir justement, ce dialogue qui pourrait mettre fin aux souffrances des populations, Daouda? Moi, je ne sens pas forcément ce dialogue venir aujourd'hui parce que quand on regarde la situation où il y a beaucoup de réfugiés internes, des leaders politiques eux-mêmes qui ont fui le pays, tout ça, vraiment, pour que le dialogue là puisse revenir, il faut que les gens puissent déjà se retrouver. Merci d'avoir suivi cette analyse. La situation reste fragile et évolutive, et nous continuerons à vous tenir informés des décisions du gouvernement ivoirien et de l'impact de cet afflux de réfugiés maliens. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour mieux comprendre les enjeux, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. Nous finissons notre émission avec ce proverbe ivoirien. Quand la case de ton voisin brûle, apporte de l'eau. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle mise à jour.